qu'on partait à Pichipoy, on savait même pas où. Pichipoy, c'est un mot juif pour dire la terre d'où tu viens. Ça veut rien dire, c'est un mot inventé. J'entends parler de Pichipoy, mais on sait pas ce que c'est Pichipoy, le mot est tellement charmant. On a ouvert les wagons et ça hurlait. Les femmes disaient, vous voyez, là c'est le crématoire, vous voyez, fumé, c'est un crématoire. Et je me souviens que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'on raconte ? On peut pas enregistrer. J'avais l'impression que même l'air était devenu irrespirable, qu'on était vraiment en enfer. Je réalise qu'on est en enfer. On est en enfer. Ce qui est arrivé, il faut plus que ça recommence. Des passeurs de mémoire. Passeurs de mémoire. L'antisémitisme n'est pas né en un jour. Il s'est construit lentement, couche après couche, comme une ombre qui s'étend sur l'histoire européenne. Pour comprendre comment, au XXe siècle, cette haine a pu mener à l'extermination industrielle, il faut revenir sur ses racines profondes, sur les mythes qui l'ont nourri et les crises qui l'ont transformé en idéologie meurtrière. Ce que l'Europe a vécu dans les années 40, ce n'est pas une rupture soudaine, c'est l'aboutissement d'un long processus de déshumanisation. Dès l'Antiquité, les Juifs sont perçus comme un peuple à part. Leur monothéisme strict, leur refus de participer au culte civique grec et romain, leur attachement à une loi religieuse propre suscite méfiance et incompréhension. Mais cette hostilité reste diffuse. C'est avec l'essor du christianisme que l'antijudaïsme prend une dimension nouvelle. Les premiers théologiens chrétiens accusent les Juifs d'avoir refusé le Christ et d'être responsables de sa mort. C'est l'accusation de déicide. Elle devient un pilier de l'imaginaire chrétien médiéval. À partir de là, les Juifs ne sont plus seulement différents, ils deviennent coupables. Au Moyen-Âge, cette hostilité religieuse se transforme en système. Les Juifs sont exclus de nombreux métiers, confinés dans des quartiers spécifiques, soumis à des taxes particulières. Mais surtout, des mythes meurtriers se répandent. L'un des plus persistants est celui du crime rituel. Selon cette accusation totalement infondée, les Juifs enlèveraient des enfants chrétiens pour utiliser leur sang dans des rites religieux. Ce fantasme né au XIIe siècle provoque des lynchages, des expulsions, des massacres. Le 25 mai 1096, des centaines de croisés entrent dans la ville de Mayence, située dans l'actuelle Allemagne. Un abbé, Albert d'Aix, raconte. Les pèlerins arrivèrent à Mayence formant une immense multitude. Ils allèrent attaquer à coups de pioche et de lance les Juifs. Ayant brisé les serrures et enfoncé les portes, ils les tuèrent, même ceux qui cherchèrent vainement à se défendre. Il s'ajoute à d'autres accusations absurdes, profanation d'hosties, empoisonnement de puits, complot contre les chrétiens. Ces récits, transmis de génération en génération, installent l'idée que les Juifs seraient intrinsèquement dangereux. C'est ainsi que naissent les préjugés, par la répétition, par la peur et l'ignorance. Ces préjugés explosent lors des grandes crises. Pendant la peste noire, au XIVe siècle, les Juifs sont accusés d'avoir provoqué l'épidémie. Des milliers d'entre eux sont massacrés, ces violences prennent parfois une forme organisée. Ce sont les pogroms. Le mot vient du russe, pogromite. Il veut dire détruire, ravager. Il désigne des attaques collectives contre les communautés juives, souvent tolérées, voire encouragées par les autorités. Un pogrom suit un schéma presque toujours identique. Une rumeur, un prétexte. Une foule chauffée à blanc, des maisons pillées, des synagogues incendiées, des familles massacrées. Ces violences fréquentes dans l'Empire russe au XIXe siècle marquent durablement la mémoire juive et renforcent l'idée que l'Europe n'est pas un refuge mais un terrain de persécution. À partir du XVIIIe siècle, l'émancipation des Juifs semble ouvrir une nouvelle ère. La Révolution française leur accorde la citoyenneté, mais cette intégration suscite aussi une nouvelle forme d'hostilité. L'antijudaïsme religieux laisse place à un antisémitisme moderne. Les théories raciales du XIXe siècle classent les peuples selon des hiérarchies imaginaires. Les Juifs y sont présentés comme une race à part, supposément corruptrice, incompatible avec la nation. En 1853,
Arthur de Gobineau écrit le premier livre entièrement consacré à la question des races humaines. Ce qui est symptomatique chez Gobineau, c'est le fait qu'il est le premier à mettre en avant un nouveau mythe, qui est le mythe des Aryens, puisque c'est chez Gobineau qu'on va trouver le fait qu'il y aurait, parmi la race blanche, une race ou une sous-race, je ne sais comment la qualifier, particulièrement parfaite, qui est la race aryenne. C'est dans ce contexte que Willem Marr forge en 1879 le mot antisémitisme. Ce n'est plus la religion qui est visée, mais l'existence même des Juifs en tant que groupe humain. La haine devient biologique. Cette idéologie se nourrit aussi de faux documents. Le plus célèbre est le protocole des sages de Sion, fabriqué au XXe siècle par la police tsariste. Ce texte prétend relever un complot juif mondial visant à contrôler les nations, les banques, la presse. Bien qu'il soit rapidement démontré comme un faux, il circule massivement en Europe et aux États-Unis. Sa force ne réside pas dans sa crédibilité, mais dans sa capacité à confirmer les préjugés existants. Il devient un outil de propagande redoutable, utilisé par les mouvements nationalistes antisémites pour justifier leur haine. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe est traumatisée. L'Allemagne en particulier vit le traité de Versailles comme une humiliation. Ce traité impose des réparations colossales, réduit l'armée allemande à une force symbolique et attribue la responsabilité de la guerre à l'Allemagne seule. Pour beaucoup d'Allemands, c'est une injustice insupportable. Dans ce climat de colère et de désespoir, les théories du complot prospèrent. Les Juifs sont accusés d'avoir trahi la nation, d'avoir profité de la guerre, d'être responsables de la défaite. La haine trouve un terrain fertile. C'est dans cette atmosphère que les nazis construisent leur idéologie. Pour eux, l'antisémitisme n'est pas un simple préjugé. C'est un principe fondateur. Les Juifs sont définis comme une race ennemie et une menace biologique pour la pureté du peuple allemand. Les lois de Nuremberg, en 1935, officialisent cette vision. Elles retirent aux Juifs leur citoyenneté et les excluent de la société. L'antisémitisme devient une politique d'État, méthodique, administrative, implacable. À la veille des années 40, l'Europe est donc saturée de haine. Des siècles de préjugés religieux, de mythes meurtriers, de théories raciales et de crises politiques ont créé un climat où l'impensable devient possible. Les pogroms ont habitué les populations à la violence, les faux complots ont nourri la peur. Les défaites ont alimenté la rancœur et tout est en place pour que la haine se transforme en extermination. Auschwitz, que nous aborderons ensuite, n'est pas un accident de l'histoire, c'est son point de rupture. Le moment où la haine accumulée devient un système de mort. On partait à Pichipoy, on savait même pas où. Pichipoy, c'est un mot juif pour dire la terre d'où tu viens. Ça veut rien dire, c'est un mot inventé. J'entends parler de Pichipoy, mais on sait pas ce que c'est Pichipoy, le mot est tellement charmant.